Donc, bonjour à tous, ici Elsa de Ludipsy et aujourd'hui pour cet épisode de la place des femmes dans le domaine du jeu, j'ai vraiment le plaisir de pouvoir rencontrer et discuter avec Margot Blanchard, qui est conceptrice de jeux à Triple Boris et qui également est originaire de Bretagne et qui est arrivée il y a un peu moins de 10 ans au Québec. On est très chanceux, justement, qu'elle soit avec nous au Québec. Donc, bonjour Margot. Salut, contente d'être ici. Oui, je suis très contente. Merci d'avoir accepté de collaborer puis de venir discuter avec moi de, en fait, ton rôle de conceptrice de jeux, mais également toute ton implication en tant que femme, que gameuse, que conceptrice dans le domaine du jeu vidéo. Donc, ça va être, je sens, très, très intéressant de discuter avec toi. Pour commencer un peu cette discussion, peut-être nous parler justement un peu de ton profil de gameuse. J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Également, un peu de ton profil académique et professionnel. En fait, en tant que joueuse, en fait, déjà, je pense que ma première particularité, c'est que j'ai vraiment beaucoup de types de jeux que j'apprécie. Fait que j'ai autant de te parler de jeux vidéo, de jeux de rôle, que de jeux de société. J'ai vraiment un amour du jeu en tant que tel, qui se décline dans tous les types de supports, là. Même si on voit qu'il y a quand même des grandes tendances, même à travers ces supports-là, de la stratégie. Il y a aucun jeu d'adresse. Et étrangement, dans peu importe, c'est du board game ou du jeu de rôle, ou du grand nature ou du jeu vidéo, on retrouve du coup le côté de roleplay, vraiment le RPG, le jeu de gestion, la simulation, le jeu de stratégie, et avec un goût particulier. Bon là c'est plus un type de jeu vidéo, mais on va dire que le roguelike de type stratégique, mais qui se mélange extrêmement bien avec deck building, par exemple, ça va être pas mal ma cam. OK, je dois le nommer, mais tu viens de nommer tous les mots-clés des jeux que j'aime. Donc, je sens que ça va être vraiment intéressant de parler avec toi. Roguelike, deck builder, bon. Donc, ça va être intéressant, jeu stratégique aussi. Et qu'est-ce qui t'a amené à découvrir les jeux? Tu nommais jeux vidéo, jeux de société, jeux de rôle, grandeur nature. Par quoi est-ce que tu as commencé? En fait, moi, je suis l'aînée de 3 enfants. Mon frère a 2 ans de moins que moi. Donc, on avait ma première vraiment, je pense, rapport aux jeux vidéo, c'est, on a eu la Game Boy, Pokémon, mais c'est quand même quand on a économisé comme notre Noël et tout pour avoir du coup la PS2. Et je me rappelle vraiment très 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 bien de Jak and Daxter, par exemple, comme première expérience des consoles. Puis de l'autre côté, il y avait aussi le PC qui était quand même un lieu très important, un lieu de litige, de négociation de temps de jeu d'horaire pour réussir à que les 3 enfants puissent avoir un accès à l'ordinateur. Et là, ça a été du coup première découverte, surtout avec les Sims. Je les avais tous, j'avais toutes les extensions aussi, donc vraiment à fond dans le jeu de simulation, sans savoir forcément à quel point c'est du gros jeu de gestion puis de simulation quand même. On voit ça comme un jeu de filles avant tout quand on est plus jeune en fait. Mais étrange, c'est normal, c'est comme marketé aussi de même aussi. Puis j'avais aussi du coup Age of Mythology en termes de jeu de stratégie que j'ai vraiment adoré et qui aussi en fait on voit bien mon amour de l'histoire qui se construisait aussi à l'époque aussi autour de ces genres d'expériences là. Au niveau du jeu de rôle, c'est plus les forums RPG. Je sais pas si t'as connu cette époque-là. Fait que là, c'était vers 16-17 ans, via des forums. C'était un classique Harry Potter, mais on avait fait notre propre école de magie en Bretagne. On était tous des animagus, animagi, vu que c'est au pluriel. Fait que on avait vraiment tout cet aspect-là. Puis ça, c'est ensuite que je suis allée vers du jeu de rôle, on va dire, étrangement. Fait que c'est fou que tu passes par du forum RPG pour aller après vers du vrai jeu de rôle. Et là, ça a été une rencontre avec l'association Risque et Péril, qui était à Rennes, et qui était l'association peut-être plus de gens de 25, 30 ans, voire même 40 ans, qui a organisé des parties de jeux de rôle dans un centre communautaire. Puis là, j'ai eu vraiment mes premières expériences de jeux de rôle qui m'ont vraiment plongé là-dedans. Mais aussi, il y avait des board games et notamment Battlestar Galactica, qui a longtemps été un de mes jeux préférés,
surtout quand j'arrivais à être si long. C'est sûr, quand t'es si long et que t'arrives à manipuler tout le monde, ça, il y avait un plaisir vraiment immense à ça. Ouais. Mais il y avait aussi, tu sais, loup-garou, qui était aussi très, très pratiqué, tu sais, dans mon bar médiéval, un peu repère de rôlistes et de fans d'histoire et de métalleux. Il y avait aussi, du coup, cette pratique-là du loup-garou qui était présente. Puis je me souviens parfaitement que ma première fois que j'ai joué, j'ai eu une sorcière. Puis j'étais comme déstabilisée parce que c'est un rôle un peu plus qui demande un peu plus d'interaction que le rôle de villageois au début. Fait que tout ça vraiment je pense aussi les pratiques au foyer, quand on était au lycée, on avait toujours un juggle speed qui était présent, qu'on jouait très souvent. Fait que vraiment le jeu était très très présent sous de multiples formes, comme depuis mon enfance en fait. Puis ouais, quand j'y pense. Puis ensuite quand je suis arrivée aux études, avec moi je suis allée pour un parcours très très littéraire. Je voulais en fait une prépa littéraire. Bon, je rentrais pas dans les détails de comment ça marche la scolarité en France, mais dites-vous que j'ai comme fait l'équivalent d'un baccalauréat en histoire ensuite, et après du coup j'ai voulu aller ensuite au Québec pour faire ma maîtrise en histoire. À ce moment-là de ma vie, le jeu est devenu de moins en moins présent, en fait. À partir du moment que j'ai fini le lycée et que notre bande d'amis qu'on jouait beaucoup ensemble, on s'est un peu chacun été dispersé dans toute la France. On s'est perdu de vue, etc. Et puis les études étaient vraiment très très prenantes à ce moment-là de ma vie. Fait que j'ai un peu mis tout ça de côté un petit peu, même si tu sais je pouvais jouer un petit peu, mais j'avais pas cet intérêt-là qui était aussi fort dans ma vie. Mais quand je suis arrivée au Québec, ça a comme un peu changé parce que je voulais comme sociabiliser, puis c'était un des bons moyens. C'était aussi par le jeu, par faire du bénévolat dans le jeu. Fait que c'est un peu par ça que je me suis retrouvée à me repassionner pour le board game. Et aussi pour refaire un peu sur mon plan professionnel, après ma maîtrise en histoire, je savais pas trop quoi faire. C'est compliqué de faire de la recherche en sciences humaines. C'est ultra compétitif. Je veux dire, j'allais pas être l'historienne féministe de cette génération-là. Il y en a comme très peu pour chaque génération, entre guillemets, on pourrait dire. Fait que j'ai décidé d'arrêter la recherche. Mais dans ce moment-là, un petit peu de questionnement de qu'est-ce que je veux faire de ma vie, le jeu est comme réapparu comme une possibilité, mais c'était pas aussi clair au début. Ça a vraiment pris que je fasse un programme qui s'appelle une association qui s'appelle Pixel, qui aide des femmes en fait à avoir leur première expérience, on va dire, de création de jeux, mais aussi de soutien ensuite des femmes dans l'industrie du jeu vidéo. Fait que j'ai fait leurs 6 semaines de création d'un premier jeu vidéo. Je l'ai fait un peu surtout pour comme m'occuper l'esprit, puis mais finalement j'ai vraiment adoré. En plus, ça a été sur Unity. Tu sais, c'était quand même assez balèze quand même. J'ai voulu faire comme mettre la barre un petit peu haute dès le début. Commencé en auteur, là. Oui. Ouais, c'était un plugin. C'était comme un visual novel. Fait que c'est comme un des types de jeux qui sont les plus faciles, on va dire, à produire rapidement, là, parce qu'il y a des plugins qui te permettent d'avoir tous les éléments. Fait que c'est un peu comme de la programmation, c'est la programmation visuelle que je faisais à l'époque. C'était un petit projet là, mais ça a comme vraiment été ok. Et surtout c'est que j'ai eu des femmes qui m'ont dit tu sais c'est possible, qui m'ont dit c'est un métier qui existe, que tu peux faire, tu vois bien qu'il y a t'as des compétences, des intérêts, fait que c'est possible. Et ça je m'étais jamais autorisée, je m'étais jamais vue en fait dans ce milieu-là. Et là cette porte là qui s'ouvre. Et là, je me rappelle de comme quand j'avais 17-18 ans et qu'on voulait comme créer un jeu, qu'on faisait du design sans même se dire que c'est du design. Ben oui, c'était présent en fait. C'était là, mais je le voyais pas comme une possibilité, comme une activité qui avait de la valeur aussi simplement que ça. Tu sais, on a vraiment un rapport au jeu vidéo qui est très culpabilisant en général. Fait que c'est comme réussir aussi à revaloriser cette activité-là en tant que femme était déjà une étape aussi à faire en tant que telle. Puis après ça, ils m'ont dit tiens, si tu veux, il y a ce DESS là en design de jeu qui existe à l'UDM, fait que tu peux commencer, tu peux voir ça. Puis que je me suis lancée, je pensais peut-être pas être prise dans le programme. Finalement, j'ai été prise, et
quand je me suis mis dedans, je me suis dit, ok, j'ai plus rien à perdre, entre guillemets, fait que je vais me donner à fond. Et un des trucs que j'ai rapidement compris, c'est l'importance du réseautage, qui est vraiment genre la clé totale pour comme, surtout pour tout ce qui est game design, parce que mine de rien, c'est pas juste une question de tes skills, c'est aussi une question de comment tu vas te trouver ta place dans l'industrie. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Je connais un peu Pixel parce que je cherchais justement des organismes, des associations qui représentaient beaucoup les femmes dans le gaming puis le jeu en général. Est-ce que tu pourrais parler un peu plus de qu'est-ce que c'est Pixel puis de comment toi, tu as vécu ton expérience? Ouais, c'est donc un organisme féministe donc qui est basé à Montréal, mais qui me semble en fait qui vient d'une expérience qui avait existé à Toronto. Puis je pense que c'est Rebecca qui l'a réintroduit avec d'autres personnes, donc dont Tanya Short, qui est la capitaine de Kid Fox, qui est un studio indie qui est très très reconnu. Fait que c'est vraiment un noyau de femmes comme ça qu'ils ont créé du coup Pixel, et le but c'est vraiment de favoriser les femmes dans l'industrie du jeu vidéo, mais autant AAA que indie, et comment elles font ça, c'est vraiment par des systèmes de création de mentorat par exemple, mais aussi donc leur fameux programme de 6 semaines où tu fais ton premier jeu puis on va t'aider à chaque étape, et après t'as un vernissage qui passe. Moi c'était chez Ludia, fait que déjà juste avoir un game designer qui a juste vu la lumière dans le lounge puis qui approche puis qui regarde un peu les jeux puis t'entames une discussion avec lui, c'était ultra intéressant puis ultra comme valorisant de comme oui t'as une position qui est possible ici, tu sais. Fait que ça a été vraiment, dans mon expérience, ça a été vraiment génial, même si, tu sais, créer son premier jeu, ça peut être comme compliqué. Il y a eu des moments où j'étais plus down. C'est pas quelque chose de toujours parfait non plus, faut aussi le dire, là. Émotionnel. Ouais. Ouais, parce que t'es quand même face à des choses que tu connais pas, un programme, tu peux pas, t'es programmé, comme, vite fait, enfin, programmer rapidement, c'est quand même assez compliqué, comme, il faut vraiment, ça prend du temps avant d'être vraiment à l'aise dans son outil, en fait. Et en plus, t'apprends sur tous les fronts. Fait que faut que tu fasses un peu d'art, faut que tu fasses un peu de design, un peu de prog. Fait que c'est vraiment plein de fronts. Alors que moi, dans mon métier, maintenant, je fais juste que du design. Fait que c'est pas la même approche aussi de faire un jeu tout seul, par rapport à faire un jeu dans une industrie, soit indie ou AAA. OK. Puis c'est vraiment intéressant. C'est parti d'un cheminement académique plus en histoire, donc c'est les sciences humaines et sociales, si je me trompe pas. Oui. Et est-ce que tu avais déjà appris à programmer ou vraiment t'es parti de comme zéro puis tu t'es lancé dans l'aventure? Non, ça, j'avais pas de connaissances, en fait, comme en design, ou en programmation, ou en art, avant d'embarquer là-dedans. C'était avant tout comme on a envie de raconter une histoire, on sentait déjà même mon envie du design narratif qui était déjà comme assez présent quand même. Fait que j'avais cet aspect-là que tu sais, puis j'ai comme voulu mettre ma passion du métal dans mon jeu aussi, donc beaucoup d'humour et tout. Fait que c'était vraiment quelque chose qui était comme très très proche de ma personnalité, puis j'ai même chanté sur ce jeu-là. Oh, il y avait une partie de toi là, il y avait plein de parties oui, de oui, toi. c'est ça, mais c'est normal, c'est une première expérience, mais c'est vraiment très très différent à c'est quoi être designer dans un studio de jeux vidéo. C'est vraiment deux expériences très 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 différentes là. OK. Et là, petite parenthèse, mais est-ce que j'en comprends que tu chantes aussi? Ou, Non, non, okay. Non, c'est vraiment plus en fait, pour expliquer le jeu, c'était un sorte de narration où t'avais quelqu'un qui organisait des concerts, en fait, et donc t'avais des moments où tu devais aller sur les pages Bandcamp, et j'avais fait trois faux groupes de métal, sauf que j'avais créé une vraie page de Bandcamp parce que ça me semblait plus facile de faire une prise d'écran que de reconstituer la page en Photoshop. Ouais. Fait qu'on voit bien le type de logique que j'avais à l'époque, c'est normal, c'est vraiment de la débrouillardise totale, sauf que je reçois encore des messages de Bandcamp, fait que ah, c'est ça, c'est le passé qui rattrape. Et... OK. Fait que oui, c'est super intéressant que tu aies pu participer. C'est la première expérience de formation-là avec Pixel. J'en comprends que ça a été un peu comme ton point de départ dans
le domaine vraiment du jeu vidéo, la Ouais, conception de jeux. c'est vraiment la réalisation que j'ai une place dans ce monde-là et puis que je suis au meilleur endroit du monde pour faire ça en ce moment parce que tu vois, je m'aurais jamais imaginé aller dans cette aventure-là en France par exemple où vraiment le sexisme est beaucoup plus présent puis même tu vois un de mes collègues qui est plus senior a travaillé en France qui me raconte des histoires du quotidien d'horreur, on pourrait dire que lui a vécu il y a comme 10 ans en France, même si c'est plus aussi vrai aujourd'hui, mais reste quand même que le climat machiste, même en tant que femme tout court en France, est beaucoup plus écrasant que le vivre au Québec. Et dans le milieu jeux vidéo, bah, c'est très vrai aussi. Fait que puis en plus du fait qu'il y a vraiment à Montréal un écosystème vraiment génial qui s'est mis en place avec des studios indépendants parce que j'avais aussi pas du tout envie de travailler pour Ubisoft. Okay. Pas parce que c'est une entreprise bretonne, mais c'est vraiment drôle parce que quand t'es breton, forcément, bah Ubisoft, on le connaît comme une entreprise d'origine de 4 frères bretons qui l'ont parti en plein milieu de la Bretagne, fait qu'on a comme un rapport comme mon père, il connaît que ça comme studio de jeux vidéo quasiment. Mais bah moi, c'était vraiment pas l'idée d'être un petit engrenage et encore moins aussi pour faire du jeu triple A. Dans le sens que j'avais vraiment envie de faire d'autres types d'expériences de jeu. Puis aussi parce que ce sont des jeux que je ne joue pas, ou alors ça va être des RPG dans la comme Cyberpunk, bien entendu, j'ai envie d'y jouer, Baldur's Gate 3. Mais là, on est vraiment dans du RPG et pas du tout dans expériences qui sont encore offertes dans le triple A classique, on va dire. Là. OK. J'ai l'impression que ça vient un peu, tu me diras si je me trompe, mais avec tes valeurs et tes expériences aussi. Tu as touché un peu à tous tes jeux de société, jeux de rôle, grandeur nature, jeux vidéo. Donc, c'est comme s'il y avait une certaine ouverture d'esprit à vouloir essayer des nouvelles choses, développer des nouvelles choses, qui est peut-être un peu moins présent dans les jeux triple A. Bah, il fonctionne vraiment plus par formule, là, tu sais, c'est comme, il y a une formule, on l'applique, on va faire des petites variations parce que, tu sais, on a des études de statistiques de data qui sont venues, puis on voit qu'il y a tel type de compétences. Enfin, tu sais, c'est vraiment une autre approche, surtout en termes de taille, en termes de contrôle sur l'expérience de jeu qui va être créée, là. Après, c'est sûr, quand t'aimes, par exemple, si t'es genre un artiste et que toi, tu aimes juste faire vraiment des personnages, mais les plus beaux bah, va dans le triple A, tu vas jamais avoir d'autres endroits qui vont te permettre d'avoir cette précision-là. Mais, moi, personnellement, je me vois plus comme une artisan, en fait, dans cette idée-là que bah tu sais je suis généraliste, je dois comme savoir faire plusieurs choses, pas uniquement un seul type de design, je dois quand même savoir plusieurs types de publics cibles, autant faire des jeux pour des enfants, des jeux pour tous, des jeux un peu plus pour un public plus niché, avec toute cette variété là que si j'étais dans le triple A j'aurais pas accès, tu sais. OK. C'est super intéressant. Puis, dans justement ce côté-là plus généraliste, disons, qu'est-ce que tu apprécies le plus, disons, dans ton travail actuel? Je pense que ce que je préfère, c'est toujours les débuts de projets où tout est comme possible un peu, tu sais, il y a comme un côté, tu sais, de comme, on est en train de brainstormer, puis on vraiment, c'est des projets d'idées quasiment, là, fait que il y a quelque chose de très intéressant d'être dans ce moment-là. Après aussi, j'aime beaucoup quand l'expérience arrive enfin à prendre forme, qu'il y a quelque chose qui fonctionne après plusieurs itérations. Tu sais, le métier de game designer, c'est vraiment refaire, là. On est beaucoup dans cette production, de ce type-là de production-là. On va jamais dire, OK, le plan du jeu, c'est ça, on fait le jeu est fini. Non, ça va passer par des dizaines d'itérations, on va essayer, essayons avec un combat, avec un tel type de réaction, essayons avec comme ça, qu'est-ce qui est plus fun, qu'est-ce qui marche le mieux, et on adapte toujours, en fait, et parfois on tombe sur des bonnes surprises. Ah bah tiens, ça on n'avait même pas pensé, puis ça, c'est vraiment plus fun que ce qu'on avait comme, allons vers ça, tu sais. Il y a vraiment cet aspect-là un peu ouais, on est en train d'itérer continuellement, et quand on a trouvé quelque chose qui fonctionne bien, là on va quand même rentrer en production, et là c'est vraiment la période entre la pré-prod où et le prototypage, où là on va comme essayer on a des idées, on va comme mettre en place quelque chose, on teste, on fait des trucs,
on met en place une ligne directrice, servir à faire la production. Et de là, là, on va être plus en mode à faire des specs. Fait que là, c'est vraiment plus genre créer des modes d'emploi pour que le programmeur ou la programmeuse ou l'artiste puisse comme comprendre notre vision du jeu et ensuite le mettre ensuite en forme. Parce que finalement, le game designer, nous, on n'a aucun contrôle sur le produit directement. Okay. On est comme un peu un guide qui essaie d'amener vers une vision du jeu. Mais on a par rapport à quelqu'un qui fait du board game ou qui fait du jeu de rôle, qui va vraiment avoir quoique le jeu de rôle t'as un contrôle très très limité sur qu'est-ce que les joueurs vont faire finalement, mais reste que entre guillemets t'as entre moi mes idées, je peux pas directement transformer ça en jeu, ça prend le travail de plusieurs personnes, de plusieurs métiers, de plusieurs disciplines, de plusieurs visions aussi du travail, comme avoir une vision artistique, avoir la vision prog qui est comme comment faire que le jeu soit optimisé pour qu'il fonctionne. Ça, c'est vraiment des approches qui sont aussi importantes et que le game designer doit toujours prendre en compte pour vraiment avoir un temps de synergie. Et c'est là qu'on prend le talent de tout le monde. Si genre j'apprends que mon artiste a fait les plus beaux des chats du monde, j'ai peut-être intérêt à faire un jeu sur les chats quand même, tu sais. Fait que c'est vraiment de la co-création, tu sais. C'est ça. Mais je réponds plus à ta question depuis Non, mais je te laisse aller parce que je trouve ça très intéressant. Puis en même temps, tu réponds bien à une autre question que j'allais poser, à savoir, qu'est-ce que c'est exactement être travailler dans le domaine du jeu vidéo puis être game designer. Puis là, j'en comprends que c'est comme une partie d'un co-développement, là, tu viens de le nommer, c'est du coup, c'est de la co-création. OK. Faut vraiment le voir de même parce que je veux dire, il y a malheureusement, puis d'ailleurs, ça fait partie de pourquoi, je pense, des femmes n'osent pas être dans ce milieu-là, c'est qu'on a ce stéréotype. Puis malheureusement, le marketing aide vraiment pas ce game designer génial, celui qui a la vision, celui qui va comme c'est lui, le jeu c'est lui, genre comme genre ça c'est vraiment mais n'importe quoi, tu sais, c'est comme juste n'importe quelle personne dans très comme non, c'est faux là, il y a jamais une personne qui a toutes les idées puis c'est ça c'est lui qui a dans sa tête puis qui transmet ça. Déjà parce que c'est comme on fait de la co-création, c'est un travail d'équipe. Fait que si t'as des gens qui ont des problèmes d'ego, ça ne fonctionne pas. Tout simplement. Et ça, c'est vraiment partie de comme des choses que nous, en tant que game designer, que tous les gens créatifs doivent apprendre à gérer, c'est gérer les feedbacks, gérer à comme voir la différence entre le but c'est que l'expérience soit intéressante, pas que mes idées soient comme choisies à la fin du processus. Fait que c'est vraiment fait que quand on voit ça comme un travail collaboratif, et en plus, je vais rajouter ultra empathique, parce que le fait d'être un game designer, ou une game designeuse, c'est vraiment se placer à la place d'une autre personne par rapport à ses compétences, comment elle va réagir, quel type d'émotion qu'on veut lui faire vivre. Je peux pas juste baser sur qu'est-ce que moi j'aime, là. Faut vraiment que je m'imagine par rapport à l'autre, comment il est, comment il réagit. Fait que c'est ultra empathique et je crois que c'est quand même une qualité qui est vue comme féminine, non? Effectivement, on veut pas être dans les stéréotypes de genre, mais effectivement, c'est vraiment la fait que comme on voit ça comme un métier ultra masculin, alors que quand on regarde les types de qualités, comment elles sont genrées dans la société, c'est plutôt l'inverse en fait. C'est ça que je voulais mettre un peu comme. En fait, je suis tout à fait en accord avec toi. Tu sais, l'empathie, le travail d'équipe, la collaboration, l'écoute, j'imagine aussi, la communication. J'imagine que exactement. Faut des super bonnes aptitudes de communication. Ouais, c'est pour amener le projet à terme. Et c'est vraiment intéressant parce que je dois dire que j'avais jamais vu les choses ainsi. Au niveau de l'empathie, puis vraiment dans le rôle de game designer, de vraiment, tu l'as bien nommé, se mettre à la place, pas juste des joueurs, mais se mettre à la place aussi des autres membres de l'équipe, puis de faire ressortir leurs forces, puis d'aller chercher leurs compétences, puis vraiment, ce concept-là de co-construction, c'est super intéressant. J'en comprends, ça a l'air vraiment stimulant, là, travailler dans ce domaine-là. En fait, après, je te dirais, c'est une nouvelle génération de game designers. Ça n'a pas été toujours comme ça, tu sais. Mais je te dirais, dans mon studio, je vais préciser aussi, on est sur 3 concepteurs de jeux, on est comme 2 femmes, ce qui est, je pense, un des meilleurs scores de la plupart des studios au Québec aussi, ou même en général. Ça fait que déjà, on a vraiment un truc assez éthique qui fait vraiment attention à ça.
Puis, tu sais, on essaye de vraiment de créer cet environnement-là qui va nous permettre de faire la meilleure création possible, en fait. Et alors, avec les meilleures conditions de vie puis de travail aussi, tu sais, ça va avec ça aussi. C'est l'ensemble qu'il faut que ça soit qu'on ait des bonnes conditions de travail, de vie, puis qu'on puisse comme vraiment travailler de façon collégiale. C'est vraiment des conditions qui vont permettre de faire des meilleurs jeux comme à court, moyen et long terme. Mm-hmm. C'est ça, il faut penser aussi au moyen et long terme. Parce que souvent, on entend qu'il y a beaucoup d'épuisement dans les studios. Peut-être plus les studios triple A que les studios indépendants. Ça dépend, parce que tu vas avoir des pratiques aussi de, tu sais, des genres des étudiants qui débutent, puis qui, en plus, on a cet aspect-là que même dès l'école, on a ma game jam, j'ai passé toute la nuit à ma game jam. Moi, je me suis fait avoir, là, tu sais, de prendre, entre guillemets, et en plus, je suis tombée malade juste après, comme, tu sais, le classique, tu sais. Mais on a quand même cette idée-là que c'est un métier passionnel et qu'on doit y aller à fond, et ça, c'est vraiment, malheureusement, ce qui se passe, c'est que c'est une culture, on va dire, qui est un peu nourrie par certains types d'entreprises parce que ça fait justement des employés jetables qu'on va pouvoir utiliser comme jusqu'à ce qu'ils font un burn-out, puis ensuite ils vont sortir du système, puis on va prendre des nouveaux stagiaires, on va faire ça encore et encore. Mais le problème de cette façon de faire, c'est que tu fais pas de mentorat, tu fais pas en sorte qu'il y a vraiment des générations qui se forment, il n'y a pas de transmission de connaissances, parce que ce qui se passe, c'est que les gens aussi, quand ils arrivent à 30 ans, ils veulent avoir une famille, ils vont juste sortir de l'industrie. Beaucoup de programmeurs, notamment parce qu'ils ont des meilleures conditions salariales hors de l'industrie. Fait que pourquoi je resterais si je dois déjà travailler 70 heures par semaine? Non, je vais comme m'en aller, puis toutes mes connaissances, je vais les faire perdre à l'industrie en plus. Fait que ça, c'est vraiment des problématiques qui fait qu'en ce moment, les conditions, elles avancent mais petit à petit, parce qu'il n'y a pas ce système de syndicat, il n'y a pas un système de protection comme le cinéma l'a fait progressivement. On est encore un peu bébé là-dessus encore, là. Mais c'est vraiment encore en train de s'améliorer. Puis la nouvelle génération, ceux aussi qui ont fait des études en game design, ça va être très très différent. Fait que moi j'en fais partie, mais tu sais, la génération juste d'avant, il n'y avait pas d'études en game design. Fait que déjà, juste ça joue énormément aussi sur les connaissances qu'on va amener, sur le vocabulaire qu'on va maîtriser, parce qu'il y a plein de game designers qui travaillaient, entre guillemets, un peu à l'expérience, au flair, mais sans avoir tout un appareillage théorique, et surtout notamment en psychologie, qui est, je pense, et en psychologie puis pédagogie, c'est super important si vous voulez faire du game design. Je vous dis ça comme ça. Effectivement, oui. J'ai l'impression, en tout cas, là, tu me diras, mais qu'il y a peu de personnes dans le domaine qui vraiment vont prendre leur place puis nommer les choses, les faits. Il y a encore peut-être juste certains tops, puis justement, c'est encore cette image-là qui est vraiment valorisée. Bon, bref, encore l'image. Non, mais c'est du marketing, là. C'est vraiment, c'est un jeu de idéaux, puis c'est ça, tu sais, c'est vraiment, mais c'était aussi une ère aussi, je pense, aussi. Après, les indies aussi ont eu leur propre Lucaspo puis tout ça aussi, là, mais c'est sûr que c'est différent, juste par l'entreprise aussi qui est comme, quand le jeu, tu l'as fait vraiment tout seul, c'est sûr que c'est toi l'auteur. Exactement. Oui, et c'est un peu plus complexe. J'imagine que ça prend plus de temps aussi. Mais si je peux faire un petit rebond sur ce que tu nommais, effectivement, les conditions de travail, c'est quelque chose qui est super important. Puis, j'en nommais, mais un peu dans l'actualité, on voit qu'il y a certains scandales en ce moment. Il y a eu des scandales dans le domaine du jeu vidéo. Puis, tu as nommé plein de choses intéressantes. Tout d'abord, je pense que c'est important de prendre en considération, un peu comme tu nommais, que les conditions de travail sont encore en construction dans le domaine du jeu vidéo. J'ai l'impression que c'est parce que c'est jeune quand même comme domaine. Tu parlais que Montréal, effectivement, c'est comme une plaque tournante du jeu. Mais c'est assez récent. Je pense à l'Université de Montréal ou même l'UQAM. Les programmes d'études supérieures en jeux vidéo, ils ont moins de 10 ans. Donc, ça prend comme un certain temps de créer une éducation, une pédagogie, une sensibilité pour après ça être capable de mettre justement des conditions qui sont plus acceptables. Là, on croise les doigts pour que ça aille plus vite, bien sûr. Non, mais ça part aussi, je pense, tu sais, moi, mon studio, il a été créé par
des gens qui sont partis d'autres studios puis qui ne voulaient pas que ça se reproduise, ces choses qu'ils ont vécues. Fait que c'est ça aussi, fait que là on va arriver aussi à avoir de plus en plus des personnes qui de création de studio avec des personnes qui ont les compétences, qui peuvent aussi chercher du financement du coup grâce au FMC par exemple, et qui peuvent monter des projets avec une vision quand même assez éthique ou après il y a des expériences de coop aussi qui existent aussi. C'est comme très très mineur, mais c'est quand même à préciser, autant en France qu'il y en a une, j'en connais une au Québec qui est une coop quand même. Fait que c'est d'autres façons de s'organiser qui a de la place pour ça quand même aussi là. Mm-hmm. Puis, effectivement, comme tu nommais aussi le concept de mentorat ou d'expérience, tu sais, les gens qui ont de l'expérience, on veut faire en sorte qu'ils transmettent leur passion et leur connaissance à d'autres personnes et pas qu'ils quittent le domaine. Un peu, tu sais, comme tu parlais pour Triple Boris, ben c'est des gens qui ont quitté, mais qui ont gardé leurs connaissances, sont restés dans le domaine, mais ont essayé de le moduler un peu plus par rapport à leurs valeurs, de ce que j'en comprends. Mm-hmm. Okay. Non, c'est ça, là. C'est vraiment, tu sais, on veut continuer à faire du jeu vidéo, mais pas dans ces conditions-là que veut nous offrir. Fait qu'on n'a pas le choix de s'auto-organiser, puis de créer nos propres compagnies. Et en plus, du coup, de ces compagnies-là, essayer de mettre en place un peu des modèles, plus humains. Et, tu sais, il y en a comme, et après, il y en a aussi qui sont un peu plus gros. C'est Ludia, c'est un bon exemple aussi d'un studio, tu sais, qui est quand même, un peu plus gros, mais qui met en place des pratiques, vraiment efficaces là-dessus aussi. Fait que, tu sais, il y a différentes échelles quand même, mais clairement, on sent qu'il y a une certaine maturité des studios indie, qu'il n'y avait pas il y a 10 ans. Puis ça, c'est aussi un très, très bon terreau, pour avoir des conditions de travail agréables, pour remotiver aussi, pour voir que c'est une vraie carrière, tu sais, que c'est pas juste une lubie de jeune. Puis où ça passe par valoriser aussi des métiers qui sont considérés comme secondaires, comme QA, le marketing en jeu vidéo aussi, que toutes ces personnes-là soient aussi valorisées et mis en égalité. C'est pas parce que que tu l'aides à la production que tu n'es pas aussi importante que la production. Depuis qu'on a une QA, ma vie va mieux. C'est vraiment un skill super important. Puis j'ai envie de le dire aussi là, tu sais, c'est pas juste le game designer, le prog, puis l'artiste. Il y a aussi tout un monde aussi autour qui nous aide et qui est aussi important, et qui sont des métiers intéressants à faire aussi. Mais qui sont encore un peu difficiles, qui sont pas encore assez valorisés, qui sont encore vus comme des métiers d'entrée, alors que non, tu sais, c'est pas QA, c'est pas pour devenir game designer, non, c'est un vrai skill, c'est un vrai métier. Fait que tu peux pas juste voir ça comme une transition dans ton cheminement, mais malheureusement, c'est encore vu comme une job d'entrée qu'on peut du coup avoir des abus là-dessus là. OK. Effectivement, je pense que c'est intéressant comme tu nommes encore dans le concept de co-création, que finalement, pour concevoir le jeu, tout le monde est important. Donc, il faut prendre en considération tout le monde, puis il faut aussi redonner la valeur à chaque personne. Chaque petite personne qui a ajouté une petite touche, les prendre en considération, puis s'assurer qu'ils aient leur place et leur reconnaissance. Puis effectivement, j'ai l'impression que c'est pas encore mis vraiment de l'avant. C'est pas ça qu'on promouvoit dans le domaine. C'est un peu les oubliés. C'est des tensions, c'est des combats, là, tu sais, le crunch, on est aussi, tu sais, justement, là, c'est des, tu sais, faut le voir ça comme un spectre où t'es vraiment des gens qui vont être en train de travailler là-dessus, des gens qui sont comme vraiment, qui sont anti ça, puis qui essaient vraiment de contraindre comme ça, mais il faut vraiment le voir de même, ça va être progressivement, je pense quand même qu'on va être de plus en plus vers cette façon de voir les choses, ça va prendre du temps, mais le changement de génération, là, ça devrait vraiment aider. Fait que ouais, puis tu sais, quand j'ai vu des jeunes conceptrices de jeux qui sortaient de l'école, quand j'étais au Stunfest, qui est un festival à Rennes en France, il y a comme 2 ans, puis que je parlais avec elle, puis que je les trouvais comme super, comme sûre d'elle, bien plus que moi à l'époque, puis j'étais comme waouh, ok, puis tu sais, elle posait des questions super pertinentes pendant les conférences que j'écoutais du Stunfest, puis j'étais comme oh ok, il se passe quelque chose, tu sais, c'est plus la même tu sais, à 5-6 ans près, il y a vraiment une différence.
parce que déjà juste les enseignements sont meilleurs, tu sais, les profs sont, tu sais, ça prend du temps pour créer des bons programmes fonctionnels et tout aussi. Fait que là, on sent qu'il y a une maturité aussi de l'enseignement du jeu vidéo qui aide aussi à ça. Fait que moi, j'ai vraiment hâte de voir dans 5 ans, dans 7-8 ans, à quoi ça va ressembler, le nombre de femmes actives. Est-ce qu'on va connaître plus de game designers, peut-être? Oui, je suis optimiste là-dessus. Mais effectivement, puis comme tu le nommais aussi, c'est d'aller chercher certaines ressources aussi, puis d'aller, exemple en psychologie, l'utilisation des jeux ou les jeux vidéo, disons, au départ, si on remonte à il y a 10 ans, c'était juste la cyberdépendance. Des jeux vidéo égale, on étudiait la psychologie, oui. Désolée. Non, mais sinon... Mais l'étude, c'était le négatif, là, à quel point c'est mauvais. En fait, la 3/4 des études, c'était à quel point les jeux vidéo rendent les jeunes violents. Donc... Et là, heureusement, il y a un peu plus d'évolution à ce niveau-là. Tu sais, les jeux vidéo, en tant que tels, déjà, sont perçus comme moins négativement. Il y a comme une sensibilisation, puis une acceptation, puis il y a même une valorisation qui est mise de l'avant. Donc ça, c'est sûr que ça l'aide. Exemple, en psychologie, il y a l'utilisation du VR pour faire de l'exposition pour les peurs, l'anxiété. Il y a des laboratoires de cyberpsychologie. Tu sais, graduellement, il y a certains psychologues qui incluent les jeux de rôle, les jeux vidéo, les jeux de société dans les interventions. Mais, tu sais, on voit que c'est petit par petit. C'est pour ça que c'est intéressant de voir les choses à long terme. Mais chaque petit changement, comme qui se passe, exemple, avec la création de Triple Boris, c'est tous des petits changements qui offrent un petit espoir graduellement que les choses aillent mieux puis que la vision change. Non, puis c'est une petite chaîne, tu sais, comme, tu sais, à la base, Pixel, c'était pas beaucoup, puis elles ont comme fait... elles ont formé 10 personnes, qu'elles ont comme, enfin, tu sais, on peut pas former, mais motiver, je sais pas comment on pourrait dire, mais ensuite, ces 10 personnes-là, elles vont peut-être toucher 2-3 personnes. Fait que, comme, ça va, et de même, tu crées une toile, on va dire, de petits dominos, d'impact positif, ça prend quelques années, mais, t'as des fruits, à la fin de ça. Ça se fait tranquillement, mais sûrement. Puis, non, moi, j'ai quand même vraiment de l'espoir pour l'avenir là-dessus. OK. Et là, tu nommais que ça faisait combien de temps que tu travailles dans ce domaine-là, en fait? Du coup, j'ai toujours travaillé chez Triple Boris, donc ça fait depuis 2 ans et demi. 2 ans et demi, OK. Et depuis ces 2 ans et demi-là, c'est quoi ta plus grande fierté? Il y a un jeu qui va bientôt sortir, mais que je peux pas encore parler. Okay. Mais c'est un jeu sérieux. Fait que c'est vraiment mon premier jeu que j'ai fait de A à Z. J'étais là de la demande de soumission jusqu'à la fin. Puis c'est un jeu sérieux pour enfants. Fait avec une association. Fait que j'ai très hâte de pouvoir partager là-dessus. Et d'avoir les feedbacks aussi justement du milieu sur ce jeu. OK, ben super, wow. Donc, jeu sérieux, on pourrait se lancer dans un autre débat là-dessus, là, mais de mon côté, je trouve ça super intéressant. Je trouve que c'est des jeux justement qui apportent, qu'on voit qu'il y a une petite attention derrière, un peu plus d'amener soit des valeurs, soit des objectifs, soit des apprentissages, que ce soit pour les enfants ou les adultes. Donc, j'ai bien hâte de voir la suite. Là, c'est vraiment un jeu, je dirais, comme très pédagogique, parce que c'est avec, du coup, une association, là, fait que c'était vraiment plus une commande, tu sais, mais, tu vois, ça va être quand même assez intéressant, c'est quand même un sujet assez difficile, donc c'était quand même un enjeu de comment parler de tout ça. Je suis en train de faire des petites pistes. J'ai pas le droit d'en parler. Il y a pas de spoiler. OK. Fait que ça, c'est ta fierté parce que justement, c'est un jeu que tu as pu travailler en co-création, mais de A à Z. Tu l'as vu grandir jusqu'à sa finalité. Ouais, vraiment. Puis, parce que aussi, ça va avoir, je pense, un impact. C'est quand même important pour moi. J'ai quand même cet intérêt mais je pense que c'est vraiment lié à mon parcours aussi d'histoire, tu sais, c'est normal que tous les enjeux sociaux qui me traversaient déjà quand je faisais ma mémoire sur les femmes prostituées, c'est vrai que du coup c'est quelque chose. Oui, en fait mon sujet de recherche c'était vraiment l'histoire de la prostitution puis l'attrait sexuel
au début du XXe siècle et comment les féministes de la première vague, qui sont quand même très protestantes, très princesses, comme voyaient ce sujet-là et essayaient justement de dénoncer le double standard de la moralité, parce que les hommes avaient le droit d'aller s'amuser alors que les femmes étaient cantonnées, et ça c'était une injustice qu'elles vivaient et qu'elles pouvaient du coup parler et en faire une base de militantisme. Fait que ça a été fait que c'est sûr, j'avais déjà cet aspect-là qui était déjà fort en moi. Fait que forcément, en allant en jeu vidéo, ça reste et ça continue de me nourrir comme enjeu, là. Fait que oui, j'espère ça un jour que je puisse faire un jeu d'histoire ou d'archéologie, ça serait très 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 nice. Ah wow, ben oui. Puis bon, si je merge un peu le domaine des jeux, ben je sais que dans le domaine des jeux de société, c'est comme à la mode en ce moment, là, tout ce qui concerne l'histoire. On voit qu'il y a un attrait aussi vers ça, donc qui sait, peut-être que ça va aller vers le domaine du jeu vidéo aussi. OK. Puis, tu en as parlé au fur et à mesure, puis je vois que c'est un sujet qui te tient à cœur, puis je trouve ça super intéressant, justement. Mais, disons qu'on aborde, je vais te poser les questions un peu plus directement, mais de ton côté, comment tu as trouvé ça, disons vraiment, de t'introduire concrètement dans ce travail-là en tant que femme? Tu nommais que tu as eu la chance justement de pouvoir collaborer avec Pixel et que dans l'entreprise pour laquelle tu travailles, il y a vraiment une importance qui est accordée à l'équité. Mais tout de même, comment tu as trouvé ça? Bah, tu sais, je te dirais, comme j'expliquais, le premier obstacle, c'était moi-même, là. C'était vraiment que je m'auto-censurais cette carrière-là, que je ne me l'imaginais pas pour moi-même. Et c'était clairement, tu sais, du sexisme que j'avais introduit en moi, puis que malgré mon cheminement féministe, j'avais pas encore travaillé cette culpabilisation autour du jeu, puis comme un vrai loisir, comme une vraie passion, et d'avoir le droit d'en faire en fait et d'en créer, et que ce soit valorisant. Fait que ça a été déjà un premier cheminement. Après, tu sais, j'ai rien vécu directement de mon côté, tu sais, j'ai pas eu de. Fait que c'est comme un peu compliqué pour moi de parler de sujets que je sais qui existent dans d'autres studios, qui a vraiment des expériences très négatives. Moi, j'ai eu la chance de passer à côté de ces expériences-là. Fait que c'était plus, tu sais, et en plus, je te dirais quand même que le milieu, tu sais, de l'industrie, quand tu vas aux events et tout, il y a vraiment cette envie de mettre les femmes quand même à l'aise, là, quand même. Okay. Fait que c'est quelque chose on sent quand même qu'ils essaient de travailler là-dessus. Mais c'est plus une question que les femmes, elles viennent pas, tu sais. Parce qu'on, tu sais, c'est vraiment il y a une absence de modèle. C'est vraiment la prise de conscience de cette possibilité-là. Ça passe parce qu'il y a pas de modèle féminin qu'on connaît. Fait que pourquoi je m'imaginerais ce métier-là si je vois que des hommes qui ont l'air hyper charismatiques, qui incarnent ce métier-là. Déjà, juste ça joue énormément. Mais, tu sais, voilà, comme moi, en tant que telle, je n'ai pas vécu de choses, heureusement. Oui, c'est ça, par chance. OK. Mais je trouve ça intéressant. Je pense que tu le nommes assez bien, c'est une variable qu'on prend pas beaucoup en considération quand on parle de la place des femmes dans le domaine du jeu, exemple le jeu vidéo. C'est que, oui, il y a l'impact extérieur, donc l'opinion des gens, les gens qui vont mettre des obstacles, mais il y a aussi l'impact intérieur, donc de soi d'aller vers. Puis parfois, c'est nous-mêmes qui se mettons des obstacles ou qui vont s'empêcher, soit parce qu'on pense qu'on n'est pas à la hauteur, soit qu'on pense qu'on n'a pas notre place, soit qu'on pense qu'on n'a pas le charisme ou autre pour intégrer le métier, par exemple. Mais il y a aussi la peur d'être dans un milieu très masculin, puis de survivre dans ce milieu masculin. Mais comme moi, je viens d'un milieu, enfin, j'étais toujours je suis métalleuse, rôliste, fait que j'étais entourée d'hommes de toute manière, là. Fait que c'est pas comme s'il y avait cette peur-là aussi. Je te dirais, moi, ça aurait été plus stressant de me mettre dans un milieu totalement féminin. J'aurais sûrement été ça aurait été plus compliqué pour moi de m'insérer dans un milieu extrêmement féminin. Oui. Plus qu'un milieu masculin dont je maîtrise les codes, plus par mon parcours en fait de joueuse, de rôliste, de métalleuse, qui sont voilà des passions masculines, on pourrait quand même, enfin comme plus encore associées au masculin. OK.
C'est très intéressant. Je te comprends à ce niveau-là. Je fais une petite parenthèse de mon côté. Dans le domaine de la psychologie, c'est majoritairement des femmes. Donc, c'est un peu comme l'opposé dans les stéréotypes de genre. Et effectivement, on se rend compte que, je pense que tu l'as très bien nommé, les codes sociaux sont différents encore parfois. Je mets vraiment, je nomme pas être trop dans la dichotomie, sont encore présents, puis ça peut être quelque chose qui nous empêche de passer de l'avant. Ah non, c'est sûr, tu sais, si c'est une fille qui est très, très féminine, c'est sûr, ça serait plus compliqué de dire, ah, moi, je vais dans le jeu vidéo aussi, là. Et tu sais, il y a vraiment, tu sais, c'est vraiment un enjeu quand même de, comme moi, la personne face finalement à qui je suis, comme quel milieu social que je veux être présent. C'est comme faire un choix radical d'aller dans un milieu, tu sais, où si t'as pas la passion, t'as déjà beaucoup moins de chances de te retrouver là, dans ce milieu-là. Fait que ça part d'avoir la passion quand t'es enfant, fait qu'on retrouve encore cette importance de l'adolescence puis de l'enfance pour comme se créer son identité, puis après c'est très difficile de sortir parfois ou d'aller autre part que cette identité-là qu'on s'est comme placé à ce moment-là dans sa vie. Effectivement, de la construction identitaire qui nous mène à choisir notre travail, mais après ça aussi, j'ai l'impression que de ton côté, ça s'est très bien passé, mais après ça, c'est aussi de garder son identité et de pas la laisser changer par rapport à notre environnement de travail. Parce que de ce que j'observe facilement, exemple dans le domaine du jeu vidéo et peut-être d'autres domaines, mais il peut y avoir des femmes qui vont essayer d'aller dans le domaine puis qui vont sentir qu'elles doivent changer un peu par rapport aux stéréotypes de genre pour faire leur place. Donc, on pense peut-être à plusieurs streamers qui vont partir dans le stéréotype. Ils ne peuvent pas agir comme les hommes. Elles vont devoir vraiment sauveur féminiser. Le maquillage, le décolleté, les longs cheveux, les attributs féminins. C'est ça, pour avoir le même niveau de popularité ou de reconnaissance que l'homme. De ce que j'en comprends de ton côté, t'es resté toi-même, ça a bien fonctionné. Oui, ça, puis en même temps, c'était parce que je te dirais que ça a été plus facile pour moi d'aller dans le milieu du jeu vidéo que le milieu universitaire par certains aspects. Parce que déjà, il n'y avait pas cet aspect de compétition qui est comme très difficile à vivre, que n'importe quel collègue qui a ton sujet qui est le plus proche de toi, qui du coup est potentiellement ton meilleur ami, est aussi ton concurrent le plus direct. Oui. Il y a quelque chose de très qui est très compliqué en fait, qui a fait que moi mes seuls amis que je me suis fait à l'université, c'est des amis métalleux comme par hasard, qui avaient une autre passion qui s'est rattachée à ça. Fait qu'on voit bien j'ai pas réussi à véritablement j'ai eu mes amis un peu comme par des passions, mais c'était encore finalement le fil de mes passions habituelles qui continuait de structurer en fait mes amitiés puis mes passions. Oui, c'est là qu'on remercie les passions. Donc vive les jeux de rôle, jeux de société, etc. Mais même pour l'immigration, je veux dire, si c'est quand même plus compliqué si t'as pas de passion, parce que sinon tu peux rester entre personnes du même pays, tu sais, comme par facilité sociale, alors que quand on est par exemple métalleux, on partage déjà un imaginaire commun qui est très fort, fait que c'est beaucoup plus facile de faire gommer ces différenciations, puis de juste comme avoir la même pratique sociale, on va dire, et donc de refaire communauté, tu sais. Ça aide vraiment. Ça aide, et le jeu fait la même chose, du jeu de rôle, du board game, c'est vraiment des activités qui font vraiment communauté, là. Effectivement, très, très rassembleur. Et là, c'est intéressant. Je vais me permettre de poser une question. Tu me diras si tu es à l'aise d'y répondre, parce que mon sujet de thèse était sur ce qu'on appelle la double minorité. Et, bon, malheureusement encore, dans certains cas, les femmes sont considérées comme une minorité, dans certains cas. Et il y a aussi la minorité culturelle qu'on peut vivre quand on immigre justement dans un nouveau pays. De ton côté, est-ce que tu as senti que ça a été justement un obstacle de plus aussi au niveau professionnel de ton intégration, l'aspect minorité de genre et culturel?
si j'aurais été dans un studio qui aurait été à 100% anglophone, oui, parce que en tant que française avec mon accent à couper le couteau, à couper à couper du beurre salé, on va dire, je sais pas, ou quelque chose comme, enfin, il y a vraiment, j'ai vraiment un accent très très fort qui fait que j'ai clairement dès que je m'exprime en anglais, un sentiment d'infériorité qui est extrêmement élevé. Puis même parfois, je vais le vivre en conférence, en congrès, ou tu sais, au moment où je pose une question, puis je me sens pas parfaitement pertinente. Puis là, t'as le syndrome de l'imposteur qui ressort bien pour te rappeler tout ça. Et là, faut travailler pour éviter que ça te prenne là-dessus. Mais effectivement, surtout sur l'aspect linguistique, parce que mine de rien, l'industrie du jeu vidéo est anglophone. Ouais. Et aussi, comme j'avais envie de faire du design narratif, on n'arrêtait pas de me répéter que si je savais pas écrire l'anglais, ça servait à rien de faire du design narratif, parce que oui, c'est vrai. Si tu veux vraiment, effectivement, tu sais, c'est comme c'est un métier très spécialisé, ça prend les gros studios, fait qu'effectivement, tu es dans une équipe totalement internationale, mais tu sais, le skill de design narratif, c'est pas savoir écrire, tu sais, c'est savoir créer des systèmes narratifs, et t'as pas besoin, normalement, de savoir écrire parfaitement l'anglais, tu sais. Mais il y a quand même cette idée-là, narration, ça veut dire que tu dois comme bien écrire, si tu sais pas parler anglais correctement, c'est pas écrire et parler l'anglais parfaitement, ce type de métier devrait non. Mais c'est des barrières qu'on se met soi-même ou qu'on nous met aussi. Et là-dessus, c'était comme très clair que c'était par rapport au fait que j'étais française et donc mon accent. Mais sinon, c'est sûr que c'est différent quand en plus t'es bretonne, parce qu'il y a dès le début cet aspect super rassembleur avec les Québécois, qu'on a un peu un ennemi commun qui est Paris. Fait que tu sais, c'est quand même culturellement la Bretagne puis le Québec, c'est quand même des pays qui ont des proximités très fortes, qui fait que ça se passe quand même très très bien l'intégration dans ce sens-là, dans le sens inverse aussi d'ailleurs. Mais tu sais, c'est comme vraiment comme toutes les régions, le régionalisme un petit peu francophone, on va retrouver cette envie de symbiose rapidement avec des Corses, des Basques aussi, des Bretons, des Québécois. Il y a un peu on va dire un univers culturel commun qui en plus se nourrit de nous sommes pas des Français, mais nous sommes dans cette identité-là qui est un peu minoritaire en France. Fait que du coup, ça faisait que ça a été très très simple là-dessus pour moi. OK, mais super, mon Dieu. Tant mieux que ça soit bien passé, autant au niveau de l'intégration en tant que femme qu'au niveau culturel. Puis effectivement, tu sais, j'en ai pas beaucoup parlé, je t'ai pas posé de questions là-dessus, mais oui, il y a la langue qui est quand même un obstacle de plus. Mais là, j'en comprends que de ton côté, t'as réussi à bien surmonter cet obstacle-là pour finalement te rendre compte que oui, il faut parler anglais, mais pas besoin d'être maîtriser à 100% la langue. Ça dépend vraiment de ton studio, et c'est pratiquement dans un studio qui est francophone, fait qu'on fonctionne en français à 100%, à moins qu'on ait des clients anglophones, et puis dans ce cas-là, c'est vraiment c'est quand même aussi quelque chose qui est pas dans tous les studios aussi, mais dans des studios qui sont indépendants, au Québec, et qui en plus sont dans une volonté aussi de mettre en valeur le jeu québécois francophone, c'est sûr que je suis comme à la bonne place aussi, faut oui, dire. C'est ça, t'es tombé en plein avec le studio qui est en lien avec tes valeurs, puis qui tu es. C'est super. Un fit gagnant. OK. Puis, peut-être de ton côté, tu nommais justement tout ton intérêt pour le jeu. Est-ce que tu aurais des jeux que tu suggérerais ou recommanderais justement aux gens qui... Alors, c'est vraiment difficile, ce genre de questions-là. Tu sais très bien, j'imagine. Oui. À chaque fois, je suis comme désolée. Parce que si tu parles de tes jeux préférés, mais c'est des jeux qui sont comme hyper connus, à quoi ça sert de les redire et répéter? Fait que j'essaie d'aller avec un peu des mélanges de qu'est-ce qui pourrait me de moi, mais en même temps aussi se faire découvrir des choses aussi. Et j'ai mélangé jeux vidéo et board game, forcément. Yes. Pas jeu de rôle, parce que je me suis dit, finalement, le jeu de rôle, c'est tellement une expérience qui dépend de ton MJ, qui dépend de tout ça, qui fait que tu peux tellement avoir tellement de plaisir à faire une partie de D&D, et comme ne pas du tout avoir de plaisir pareil. Fait que je considère que comme un type de jeu de rôle, le système va comme faire partie du fun, mais c'est moins pertinent de citer un jeu de rôle, à moins que c'est un jeu de rôle très particulier, mais j'avais pas de jeu de rôle à parler, donc ça va être sur ces supports-là.
Alors, du coup, pour le board game, j'ai voulu quand même parler. C'est pas très débutant, à part peut-être la référence d'après. C'est Pandémie Legacy saison 1, parce que ça a été une de mes expériences ludiques les plus émotives, on va dire, les plus intenses. Surtout qu'on l'a vécu, tu sais, on a juste joué on était juste deux, puis on l'a comme pendant les vacances, on a fait comme genre on l'a one-shoté en plusieurs jours, tu sais. Fait que c'est vraiment, tu sais, c'était une expérience intense parce que, tu sais, c'est quand même un jeu qui a une durée, pour préciser un peu, c'est un jeu qui a une durée de vie parce qu'on va abîmer on va déchirer, on va mettre des éléments sur le board. Fait que c'est là l'aspect legacy, c'est que c'est comme pas un jeu qu'on peut rejouer, mais c'est comme une sorte de campagne de board game avec un début puis une fin et des éléments narratifs potentiellement qui vont donner un rythme. Et vraiment sur la première saison, c'était extrêmement réussi. Puis j'adore Pandémie de base, fait que ça me dérangeait pas de jouer à Pandémie 12 fois de suite. 12 fois de suite. Okay. Pour moi, ça reste quand même un des jeux coop vraiment qui fait partie de l'histoire un peu du jeu. Fait que vraiment cette première référence là. Super. Ensuite, oui. Ensuite, j'enchaîne. Donc je voulais parler de Wingspan, parce que Elisabeth, c'est quand même le premier jeu qui gagne un spiel où c'est un spiel expert où c'est une femme qui est designer uniquement parce qu'il y a eu des couples auparavant. Mais c'est la première fois qu'une femme gagne le prix le plus prestigieux au niveau société en Allemagne pour un jeu en plus qui est vraiment superbe et qui en plus a un aspect un peu de jeu à impact social vu sa thématique, on va dire très scientifique, qui sont les oiseaux et qui est vraiment très très bien fait, etc. Fait que ça regroupe vraiment plusieurs aspects ensemble que moi j'adore. Et en plus, Elizabeth Hargrave est également vraiment une porte-parole pour le jeu, pour les femmes designers. Elle pousse beaucoup là-dessus, fait que juste pour ça aussi, ça fait du bien de voir des vraies figures, un vrai modèle qui se dessine pour les futures créatrices de board game. Fait que il fallait absolument que j'en parle. Oui, puis je suis totalement d'accord avec toi. Autant au niveau de la thématique qui est très originale, autant au niveau de l'aspect justement très scientifique, recherché. Toute l'information, en fait, tu joues et t'apprends tellement en même temps. Juste ça, là, ça vaut... ça vaut qu'est-ce que ça vaut, hein? Il a gagné des prix, ça vaut ça. Non, mais c'est ça, après avoir joué le jeu, tu te promènes en forêt, puis tu te mets à regarder les oiseaux, puis à essayer d'imaginer la taille qu'ils font par leur wingspan, là, tu sais, mais t'es comme, what? Non, il y a quand même vraiment quelque chose de super, puis comme personne avait comme pensé aller vers cette direction-là, tu sais, elle a vraiment amené un thème, qui, bref, en tout cas, on vous le conseille très, très fortement. Jouez-y, et en plus, il est très accessible, là. C'est pas quelque chose qui demande d'être un hardcore gamer pour, tu sais, ça reste un jeu très accessible. Fait que vous pouvez vraiment y aller, tu sais, puis essayer de motiver, votre maman à y jouer, tu sais, ça se fait bien. Oui, effectivement. Et pour le jeu vidéo, il y a comme 2 jeux vidéo que je vais vous parler. Le premier, c'est Slay the Spire, qui est comme le jeu que j'ai le plus joué l'an dernier, que j'ai joué énormément. Fait que un deck building, roguelike, avec un visuel très minimaliste, mais c'est vraiment le gameplay qui fait la force du jeu. Et pour ce jeu-là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a vraiment un lien avec le board game quand même, parce que le game designer principal à la base, c'est un fan de Netrunner, le jeu de cartes en fait. Okay. Il tenait la page de fanbase de ça et il a utilisé cette communauté-là pour tester son jeu très rapidement et il a créé en fait le jeu était longtemps en early access et il avait mis en place un système de data pour vraiment en faire en sorte que regarder quelle carte sort, quelle partie gagne pour vraiment
optimiser tout ça. Et Fait que wow. ça fait un jeu où gameplay, fait que si vous voulez un excellent jeu de cartes solo, tu sais, c'est parfait. Et aussi parce que j'aime autant le roguelike, c'est que j'ai vraiment de plus en plus de mal de trouver du temps pour me mettre dans un gros RPG puis tout ça, alors que le style roguelike permet vraiment je commence une game, elle va peut-être durer 1 heure, peut-être 1 heure et demie. Mais si je la perds au bout de 10 minutes, bah c'est pas grave, là. Je recommence puis tout ça c'est vraiment c'est très plaisant, surtout pour moi qui a du genre à commencer une game de jeu de gestion puis au bout de 2 heures vouloir recommencer au début puis me sentir, fait que ça au moins ça m'enlève cette frustration là Oui. que je peux avoir, ou fait que ça, du coup je joue beaucoup à des roguelikes comme vraiment comme pratique, comme vraiment de différents types de Ouais. jeux, parce que c'est vraiment le terme de comment ça fonctionne en tant que de pratique en fait de jeu que je tripe en fait là-dessus. Effectivement, c'est Et comme... Oups, excuse-moi. vas-y. C'est comme l'équivalent un peu dans le domaine, dans les jeux de société, des petits jeux fillers, tu sais, qu'on joue entre des gros jeux ou qu'on peut facilement sortir. Ça prend pas 1 heure à installer le matériel. Donc, dans les roguelikes, j'ai découvert ça aussi récemment, là, fait que je suis comme, oui, c'est génial. Tu peux jouer comme ça, puis il y a tout l'aspect aussi un peu de découverte, là, que les environnements changent, puis que tu peux jouer 10 minutes comme tu peux jouer 1 heure. Non, pis ouais, il y a vraiment un aspect comme qui au niveau du rapport au temps qui est vraiment vraiment important. Parce qu'on se rend compte aussi que c'est quelque chose qu'on peut plus se permettre de se mettre dans un RPG puis de jouer 15 heures d'affilée comme on faisait quand on était plus jeune. Fait qu'il faut pouvoir trouver des choses qui fonctionnent plus avec notre temps puis notre disponibilité puis nos yeux puis tout ça. Oui. Fait que et pour la dernière référence, j'ai donc Evans Walt, qui est du coup un jeu indie d'archéologie alien, où on apprend, en fait on va vraiment, il y a des puzzles linguistiques avec une vraie langue qu'ils ont créée, une langue hiéroglyphe. C'est vraiment le jeu qui est le plus proche d'une expérience d'archéologie / histoire, on pourrait dire, parce qu'on a vraiment cette frise de 4000 ans, on va dire, et on va sur des sites, on va trouver des traces, on va comme du coup traduire ensuite les inscriptions dans cette langue qui a été créée pour le jeu. C'est juste trop hot là, tu sais, d'avoir une vraie langue qui a été créée pour le jeu, puis que t'apprends la langue en jouant, en fait, t'es comme juste, ce système-là, il pourrait servir à faire apprendre des langues et tout. C'est ça. Et avec une super belle narration, une archéologue qui est un peu l'inverse de Tomb Raider, on pourrait dire. Déjà, c'est une femme non, c'est vraiment un sublime jeu indépendant du studio anglais Incall, qui sont reconnus en fait pour des jeux narratifs, et c'est leur première expérience de jeu, on va dire, avec une exploration 3D, parce que c'était vraiment des jeux très très narratifs qu'ils faisaient avant. Fait que là, c'est vraiment à ce moment-là une expérience beaucoup plus de gros jeux, pourrait-on dire quand même. L'histoire est super intéressante, puis ça parle de vrais enjeux d'archéologues aussi un peu d'aujourd'hui, mais remaniés, comme par exemple le problème, tu sais, qu'est-ce qu'on fait des artefacts qui sont comme volés, puis est-ce qu'on les récupère, est-ce qu'on le trafic comment on gère le trafic en fait d'artefacts de personnes qui sont en minorité puis qui sont colonisées, tu sais, ce sont des propos que vraiment le jeu porte. Fait que non, je vous le conseille vraiment. Après, c'est sûr, c'est un jeu quand même extrêmement narratif. Fait que c'est pas un jeu d'action. Mais si vous aimez vous promener, explorer, être en discussion avec un petit robot, à parler de sur un site archéologique alien, ça peut être pour vous là. Quand même, on voit que ça mélange différents de tes intérêts, j'en comprends. Le côté plus historique, le côté plus narratif, mais ça a l'air vraiment intéressant. En fait, le terme qui me vient en tête, c'est original et innovant. Ah oui, vraiment. Donc, OK, c'est vraiment intéressant de créer une langue au complet, puis vraiment d'aller exploiter, en partant de ça, d'aller exploiter une histoire de découverte, j'en comprends. Okay. En fait, c'est ça, c'est vraiment de l'archéologie. J'ai vraiment pas spoiler le jeu parce que toute l'histoire est géniale, mais en fait, tu suis une archéologue, on va dire,
pas du futur, c'est pas notre dimension c'est vraiment une nébuleuse, on va dire, autre part. Mm. Et il y a vraiment des civilisations qui ont laissé des traces, plusieurs en fait. Donc tu te balades, puis t'essayes en fait de comprendre, ok, cet endroit-là, c'était un site, c'était quoi? C'était un endroit où les vaisseaux arrivaient pour comme prendre leur carburant, tu sais. C'est vraiment, mec, un aspect un peu poétique. Fait que c'est pas juste le côté scientifique, c'est vraiment bref, c'est vraiment un super beau jeu. Après, il y a quelques petits défauts, tu sais, le personnage, il marche doucement, puis tout ça. Il y a comme des trucs qu'on pourrait améliorer, mais franchement, pour un jeu indépendant, d'avoir mené ce projet jusqu'au bout, c'est vraiment impressionnant. OK, super. Je vais le rajouter à ma liste de jeux à essayer. J'ai l'impression que c'est un jeu qui va être vraiment intéressant à analyser. Oui, vraiment. Pour tout ce qui peut amener aussi, c'est au niveau développer les compétences d'observation, développer le petit côté méthodologique, en tout cas. Très intéressant. En fait, c'est vraiment, ils sont basés sur la mécanique d'investigation, en fait. Oui, c'est ça. Et finalement, c'est ce qu'il y a de plus proche avec la pratique historienne. En fait, ce qui est le plus fun dans être historien, c'est la partie investigation où t'as les sources puis t'essayes de faire du sens avec. Fait qu'ils ont quand même compris c'était quoi d'être historien. C'était pas juste de faire des sauts puis d'attaquer. Fait que c'est un peu, mais c'est vraiment, t'as une expérience d'archéologue, là, tu sais. Mais t'as quand même un petit vaisseau, tu te balades aussi, quand même. Mais oui, parce que c'est ça que ça fait, les archéologues, dans leur pause, ça se promène en vaisseau. OK, donc c'est très intéressant. C'est des jeux, à part Wingspan, c'est des jeux que je ne connaissais pas. Donc, je vais pouvoir aussi aller les explorer, les découvrir. Je te souhaite vraiment de jouer à Pandémie Legacy saison 1, ouais. genre pendant les vacances avec ton chum, là. Enfin, si vous aimez Pandémie, là, parce que c'est une pandémie, mais avec des variations, tu sais. Okay. Mais c'est quand même une expérience à vivre, là. Puis déchirer des cartes. Je sais pas, moi, ça me briserait le cœur, je pense. T'es pas obligé de le déchirer, tu peux juste les mettre de côté, si tu veux. Gloomhaven, oui. Même pour Gloomhaven, on n'a pas déchiré, on a acheté les petits stickers. OK. Ben, merci beaucoup pour les suggestions de ton top de jeux société et jeux vidéo, parce que justement, tu as ces connaissances-là, cette expérience dans les deux. C'est vraiment intéressant de nous avoir partagé ça. Peut-être pour un peu un mot de la fin, souvent je termine en nommant c'est quoi un peu les projets futurs, c'est quoi tes projets pour les prochaines semaines, mois ou autres. Puis également, est-ce qu'il y aurait quelque chose que j'ai oublié de te demander que tu juges que ce serait super important d'en parler? Ben, moi, je vais comme continuer à faire des jeux chez Triple Boris, avant tout. Oui. Après, c'est sûr que j'aimerais peut-être faire un podcast sur le design de jeux, genre des choses comme ça, mais ça reste des projets qui sont en suspens depuis longtemps. Fait que ça reste... faut que je prenne encore un peu de temps à réfléchir à une formule, puis à mettre ça en place, mais c'est des choses que j'ai envie de faire parce que mine de rien, oui, pour mon application dans le jeu, je continue à faire des jeux, mais je veux vraiment aussi avoir cet aspect-là de diffuser de la connaissance sur le design de jeu, ce genre de choses un peu comme ça, et aussi comme promouvoir les femmes en tant que designer aussi. Fait que pour moi, je vais essayer de continuer à faire ce travail-là à côté de mon vrai travail, mais ça reste quelque chose qui est très fort en moi parce que s'il n'y avait pas eu Pixel, je sais pas qu'est-ce que je serais peut-être prof d'histoire dans un cégep, peut-être. Oui, peut-être, mais ce qui aurait été bien aussi, mais c'est encore mieux être chez Triple Boris. OK, donc c'est sûr que, bon, je suis un peu biaisée, là, mais je t'encourage à faire des podcasts. C'est sûr que je te suivrai personnellement, je trouve ça super intéressant. Puis de ce que j'ai compris aussi, tu es déjà aussi impliqué quand même, là, tu t'as déjà fait des conférences, tu participes à des événements, donc déjà, tu es un modèle justement pour les différentes femmes qui veulent s'impliquer. Oui, mais merci, mais c'est vrai, surtout comme c'est dans le sens que surtout l'an dernier quand j'étais dans le CA de Gang de Dev, qui est
aussi une association qui est dans le but pour vraiment intégrer les étudiants et les jeunes professionnels dans l'industrie du jeu vidéo. On organisait à l'époque, on sait que le Covid c'est difficile, hein, mais au Meltdown, des rencontres de soft skills, etc., pour vraiment aider la transition entre l'école jusqu'à, on va dire, dans l'industrie du jeu vidéo. Fait que j'essaye de faire ma part et tout, comme d'avoir ce rôle-là de mise en confiance, en fait, dans l'industrie, faire ma petite part. OK. Fait que c'est des super beaux projets. Je t'encourage à les rendre concrets. Je pense que dans le domaine du podcast ou autre, on a besoin de ça, de plus de contenu à la fois ludique, mais à la fois aussi de partage de connaissances. Donc, le petit côté un peu plus théorique et informatif, puis aussi motivationnel. T'sais, comme tu nommais, pour aller chercher les femmes puis les encourager, leur montrer l'exemple, mais les motiver, leur dire c'est possible. C'est possible de travailler dans le design de jeu. Et puis que vos propres qualités comme peuvent être hyper intéressantes puis vont extrêmement amener votre culture, vos connaissances. C'est comme plus on va avoir des profils divers et je mets là-dedans aussi les personnes LGBTQ+, et les personnes de couleur là-dedans aussi. Plus il va y avoir des expériences différentes, plus ça va créer des jeux plus intéressants parce que tous les jeux sont politiques, sont faits à partir de nos propres expériences. Fait que forcément, en intégrant plus de perspectives, on va créer des expériences de jeu plus diverses et également plus intéressantes et voire plus réalistes dans certains cas aussi, mais vraiment aussi qui peuvent amener plus de gens dans le jeu aussi. Tout à fait. Ça prend des modèles, ça prend des personnes qui se présentent, qui s'exposent, qui partagent leurs connaissances pour justement partir le mouvement. Je pense que tu le nommes très, très bien, tu le représentes très, très bien. Merci. Mais super, merci encore d'avoir accepté puis d'avoir participé à la présentation, l'entrevue d'aujourd'hui. Je pense que ce que tu as nommé était à la fois très motivant, super intéressant, puis c'est beau à voir aussi toute ton implication puis ce que tu mets en place. Donc, merci encore d'avoir accepté de participer. Je pense que ça peut être un mot de la fin. On va terminer là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses? Ça convient. Merci de m'avoir invité pour cette émission et bonne suite pour toi, pour la reste de la série. Merci beaucoup. Donc là-dessus, je vous remercie à tous d'avoir pris le temps de nous écouter, de nous regarder. C'était Marco Blanchard qui travaille comme conceptrice de jeux chez Triple Boris et Elsa de Ludipsy. Donc pour la place des femmes dans le domaine du jeu. Je vous invite bien sûr à continuer de suivre la série qui va être présentée sur YouTube. Je vous invite aussi à liker, aimer la page Facebook de Triple Boris et autres médias sociaux, à aimer la page Facebook de Ludipsy et à vous abonner à la chaîne YouTube Ludipsy pour avoir des nouveautés. Et je vous souhaite de passer une belle journée, une bonne après-midi, une bonne soirée et à la prochaine. Bye bye! Bye!